pour commencer, il est peut-être bon de préciser que Les Enfants du Paradis est considéré comme le chef-d'œuvre du réalisme poétique. Et le réalisme poétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je trouve que le nom parle de lui-même. On traite de la vie quotidienne, de la réalité, aussi banale soit-elle, mais sous le prisme d'une certaine poésie qui s'exprime en grande majorité dans les dialogues. C'est paradoxalement un genre qui part du réel, du réalisme, mais cherche à tout prix à le fuir, à le mettre à distance avec cet adjectif poétique. C'est un cinéma qui met en avant les classes populaires, se faisant le porte-voix des ouvriers. Ça, c'est le côté réaliste. Mais ces personnages s'avèrent généralement maudits, marqués par le fatalisme, et ça, c'est le côté poétique. Bref, c'est un mouvement qui s'est développé dans les années 30 en parallèle du Front populaire avec les films de Duvivier comme La Belle Équipe, de Renoir comme La Bête humaine et bien sûr les films de Marcel Carné qui sera le grand cinéaste de ce réalisme poétique. Associé à son acolyte Jacques Prévert, il imposera au cinéma français ses thèmes de prédilection que sont la fraternité, la protestation, le nihilisme et le désespoir et il trouvera en Jean Gabin une incarnation idéale de son cinéma. Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi, bah, c'est marrant, ça me fait plaisir. Eh bien, content que ça te fasse plaisir. Toutefois, on ne retrouvera pas Jean Gabin dans Les Enfants du Paradis. Et pour cause, il s'est expatrié aux États-Unis pendant les guerres. Mais ça n'empêche pas le film d'être l'œuvre la plus grande du réalisme poétique, mais également, et ça c'est un peu plus triste, la dernière. Ce film, c'est un peu le chant du cygne du réalisme poétique en somme. Les Enfants du Paradis est né des idées conjointes de trois hommes. Il y a bien entendu le duo Carnet-Prévert, que l'on a déjà évoqué, et Jean-Louis Barrault, qui incarne Baptiste dans le film. C'est en effet à partir d'une anecdote racontée par Jean-Louis Barrault sur un épisode dramatique de la vie de Baptiste de Bureau, un mime parisien célèbre dans les années 1830-1840, que le film se construit. Parlez-vous, cours de mime! À partir de là, Carnet et Prévert mettent 6 mois à recueillir de la documentation pour faire revivre le boulevard du crime, ce haut lieu du spectacle populaire sous Louis-Philippe. C'est un projet ambitieux à la fois sur le plan culturel que économique. Le film va quand même coûter 58 millions de francs, ce qui est énorme à l'époque, d'autant plus qu'on est, je vous le rappelle, en pleine guerre mondiale. Entre des figurants déportés ou la destruction des décors dans un bombardement, il y a d'ailleurs plein d'anecdotes sur le rapport qu'entretient ce film à la Seconde Guerre mondiale. Mais une des plus sympathiques, on va dire, concerne la seule et unique scène de repas du film. Mais enfin, tout de même, n'exagérons rien. Mais si, vous êtes déjà célèbre. Et riche, sans aucun doute. N'est-ce pas une raison suffisante pour qu'un homme aux abois s'adresse à vous en toute simplicité? Aux abois? C'est une question de vie ou de mort? Non. Sincèrement? Ai-je l'air de plaisanter? Non. Je ne suis pas riche. Mais c'est peut-être le destin qui vous envoie. À l'époque, en effet, la nourriture était rationnée et seulement 48 grammes de viande par personne et par mois étaient autorisés. Ce qui fait que dès que la scène a été mise en boîte, eh bien, il semblerait que tous les techniciens se jetaient sur ce qui restait de cette malheureuse cuisse de poulet. Bref, après cette mise en bouche, parlons un peu plus du film en lui-même. Et commençons, une fois n'est pas coutume, par parler de la première scène du film. Dans celle-ci, on va assister à la première apparition de Garance dans un tonneau rempli d'eau, tournant sur elle-même un petit miroir dans la main. N'hésitez pas, messieurs. C'est un spectacle voluptueux, audacieux et troublant. Un spectacle pour ceux qui n'ont pas les yeux dans leur poche. Pour ceux qui savent apprécier la beauté. Entrez, messieurs. Entrez. Cette scène annonce le rôle crucial que Garance va avoir dans le film. En effet, pendant qu'elle fait ce numéro, des hommes la regardent, tenus à distance par des barrières, tournant autour d'elle avant de s'en aller. Garance est comme un astre céleste autour duquel vont se mettre à graviter les hommes, ce qui va se confirmer plus tard avec tous les prétendants qui vont la désirer. Je vous aime. Et vous, Garance, aimez-vous? Parlez comme un enfant. Mais cette comparaison avec un astre ne s'arrête pas là, puisqu'à l'image d'un soleil restant peinard dans la voûte céleste, eh bien Garance restera particulièrement passive dans ce film, se laissant porter et semblant n'être là que pour regarder de manière doucement ironique les pauvres humains se débattant sur le boulevard du crime. Mais pourquoi venez-vous me voir tous les jours? Est-ce parce que je ne vous ai pas demandé ce que tous les autres hommes sans aucun doute vous demandent? Non.
Je sais, vous n'êtes pas coquette. Alors pourquoi? Parce que je m'ennuie. Je vous amuse, peut-être. Oui, vous parlez tout le temps, on se croirait au théâtre. Ça distrait, puis c'est reposant. Ainsi, elle suscite du désir autour d'elle, ce qui en fait le moteur du film, mais elle ne prend jamais d'initiative pour prendre en main ses propres désirs, alors que le film nous indique plutôt clairement que Baptiste est l'homme le plus susceptible de lui plaire. Vous êtes le plus gentil garçon que j'ai jamais rencontré. Moi non plus, je n'oublierai pas cette nuit. Vous me plaisez. Cette femme qui, même lorsqu'elle est confrontée à de violents rapports de force, ne semble jamais être atteinte, parce que ce qu'elle vit peut être assimilé à la France qui, sous l'occupation, adopte la même posture de soumission. Toutefois, elle reste aussi une figure que l'on pourrait qualifier de résistante, puisque tout le film en lui-même peut être lu comme une critique de la masculinité patriarcale. Les Enfants du Paradis met en scène 3 figures du patriarcat sur lesquelles vont se superposer 3 formes de pouvoir social. On retrouve ainsi la classe dominante avec le comte de Montré. Je me constitue prisonnier. Vous disposerez de moi à votre gré. Tout ce que je possède, et je possède beaucoup, tout ce qui m'appartient, je le dépose à vos pieds. L'artiste avec Frédéric Lemaître. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi. Et enfin, le hors-la-loi avec Lacenaire. Oh, imbécile. Lacenaire incarne un rapport de domination qui passe par la menace et la violence physique. Lui, ce qu'il veut, c'est posséder Garance comme si elle n'était qu'un vulgaire trophée. Ce désir de possession se retourne très vite en désir de mort à l'encontre de ses rivaux, qu'ils soient réels ou imaginaires, et même contre Garance elle-même quand elle tente de lui échapper. Vraiment, Garance, vous voulez partir? Oui, j'ai sommeil et je m'ennuie. Écoutez-moi, Garance, c'est grave. Jamais pour aucune femme je n'ai éprouvé. L'amour, Pierre-François. L'amour. Laissez-moi là tranquille avec ces bêtises. Je vous désire, c'est tout. Mais j'ai de l'orgueil. Le comte de Montré, quant à lui, fonctionne un peu de la même manière, à la différence que son statut social lui permet en quelque sorte d'acheter Garance. Même si c'est lui qui officiellement possède Garance, puisqu'elle est désignée comme étant sa maîtresse, il est toutefois assez impuissant dans le domaine amoureux, puisqu'il préfère exprimer sa masculinité à travers son pouvoir social. Mais je vous aime, mon ami. Vous êtes séduisant, vous êtes riche, vous avez beaucoup d'esprit. Vos amis vous admirent, les autres vous craignent. Vous plaisez beaucoup aux femmes. Enfin, tout le monde vous aime, Édouard. Vraiment, il faudrait que je sois bien difficile pour ne pas faire comme tout le monde. Taisez-vous, Garance. Vous savez bien ce que je désire, ce que je veux. Et enfin, Frédéric, qui bien que valorisé dans le film, représente une forme de masculinité proche du donjuanisme qui confond l'amour avec la possession physique. Aussi superficiel que brillant, Frédéric est quant à lui l'image d'une masculinité aussi conquérante qu'immature. Alors, au revoir, Frédéric. oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laisser tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt, peut-être. Sait-on jamais avec le hasard. Oh, Paris est grand, vous savez. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Toutes ces figures de masculinité que l'on pourrait qualifier de toxiques servent à mettre en avant le personnage de Baptiste. Le film construit sur lui un rapport empathique avec le spectateur et ce dès sa première apparition. Mais celui que vous ne verrez pas à l'intérieur, rassurez-vous, c'est celui-là. Parce que celui-là ne sait rien faire. C'est un attardé. Un rêve tout beau. Même quand il est assis. Un invraisemblable niais. Un lamentable ahuri. Un incompréhensible bon à rien. Et celui-là, hélas, c'est mon fils. Il est dominé par la bêtise de son père qui le ridiculise devant les spectateurs du boulevard du crime, puis face à la brutalité aveugle du policier et du bourgeois accusant Garance de vol. Eh Baptiste, si tu fais des petits même de côté, il peut avoir l'air idiot, vous ne trouvez pas? Mais il va s'affranchir de cette domination grâce à sa sensibilité et sa créativité, et surtout par la finesse de son art qui va mettre le public dans sa poche tout en rétablissant la vérité.
À la fin de cette scène, Garance ne se trompe pas et va lui lancer sa rose, preuve qu'il est celui qu'elle a choisi. Baptiste est totalement aux antipodes des masculinités montrées précédemment. On pourrait le qualifier d'homme doux, qui est au-delà de toute forme de pouvoir, si ce n'est celle que l'artiste exerce sur son public. Baptiste prône la douceur, tout en sachant toutefois se défendre. Et même s'il est en colère, il va soit retourner sa violence contre lui-même. Elle est finie, Baptiste. Si Baptiste. La vie lui aura donné une fleur rouge, une volée de bois vert, un habit de bois blanc. Ou la cathartiser à travers sa pantomime. Les Enfants du Paradis, comme le montre cette analyse, c'est avant tout un cinéma de personnages. Et si je n'ai pour l'instant cité que les principaux, les personnages secondaires ont eux aussi leur intérêt, notamment vis-à-vis du rôle qu'ils ont par rapport à Baptiste. Déjà, les Enfants du Paradis proposent un panel d'hommes assez âgés. Ce sont ces mêmes hommes qui incarnaient le pouvoir social dans le cinéma d'avant-guerre, et qui, dans les Enfants du Paradis, sont réduits à des figures de vieillards indignes, défaillants ou inutiles. Pour illustrer cela, il suffit de voir comment le père de Baptiste est tourné en dérision dans la scène où il fait l'éloge d'une valeur assez traditionnelle qu'est le coup de pied au cul. Une idée magnifique et bien digne du fils de son père. Mon père qui me battait comme plâtre pour m'apprendre le métier et qui disait « Un coup de pied au cul, quand il est bien donné, peut faire rire le monde entier. » Et comme c'est vrai, il y a toute une gamme, toute une science, tout un style des coups de pied au cul. Mais hélas, les traditions se perdent et le public demande sans cesse du nouveau. Du nouveau, de la nouveauté. Mais à quoi ça ressemble? C'est vieux comme le monde, ça, la nouveauté. Cette figure paternelle, dépassée et moquée, est toutefois contrebalancée par une autre image du père beaucoup plus inquiétante. Géricault va en effet s'imposer auprès de Baptiste pour l'interdire d'être avec Garance et l'obliger à en épouser une autre. Ah, ça alors, qu'est-ce que tu fais là, Baptiste? C'est pas ta place? Tu devrais avoir honte. Traîner dans des endroits pareils. Si Demi-Roux te voyait, et Nathalie alors, qu'est-ce qu'elle penserait? Je te défends de parler de Nathalie. Tout de même, une petite si gentille, fraîche comme la rose, pure comme le lit. C'est un vieillard solitaire et misérable qui vend tout ce qui peut se monnayer, et inutile de dire qu'en période d'occupation, le rapprochement est vite fait avec les collabos. Il est un peu le méchant du film qui parvient à ses fins par des moyens occultes. Écoute Nathalie, je vais te dire quelque chose. Évidemment, ça ne me regarde pas. Mais puisque c'est pour ton bien. Hein. Laissez-moi avec vos histoires. Écoute, tout de même, celle-ci est pas longue. Voilà. Garance est revenue. Elle est ici. Loge 7. Et elle attend Baptiste. Garance. C'est comme la fleur. Loge 7. N'oublie pas. Et finalement, il y a une troisième et plus discrète image paternelle pour Baptiste qui se dégage dans ce film. Il s'agit de Fil de Soie, le faux aveugle qui aide Baptiste à retrouver Garance et qui symbolise ici un père qui serait aveuglé par les désirs de son fils. Vraiment, j'en ai déjà vu qui étaient mordus, mais des comme toi, ça alors? Enfin, je peux te conseiller à te donner, mais si tu tiens à te réveiller vivant demain matin, il ferait pas mal d'aller te coucher tout de suite. L'ancien patron, c'est eux qui l'ont arrangé. Bien sûr, je devrais pas te le dire. Elle ne l'aime pas, ça se voit. Elle ne l'aime pas. On voit donc à travers l'analyse de tous ces personnages majoritairement masculins, qu'ils soient en position d'amant ou bien de père, que le système patriarcal est en crise. Cette crise des valeurs provoquée par la défaite de 1940 a ainsi contribué à marquer le cinéma de cette époque en construisant des personnages de femmes fortes, actives narrativement et psychologiquement complexes. Malheureusement, Arletty dans Les Enfants du Paradis s'avère, comme on l'a vu, assez passive et ne s'élève pas au niveau des figures féminines d'autres films de l'époque, comme celles présentées dans le film Falbala de Jacques Becker par exemple. La fille qui n'a pas de sein. Elle a une taille et puis elle n'a pas de sein. On peut pas tout avoir.
On ne vous demande pas votre avis. Alors certes, les figures masculines prennent assez cher dans ce film, mais Garance reste tout de même assez idéalisée. Carnet en effet semble avoir fait de son personnage, plus qu'une femme, une métaphore de la France occupée, qui, insouciante et joyeuse dans la première partie du film, réapparaît dans la deuxième partie, métamorphosée en une femme du monde qui ruse avec son puissant protecteur en cachant son amour pour un autre homme sans toutefois se rebeller vraiment. Je vous comprends, Édouard. Et j'ai toujours fait, je ferai encore tout pour vous être agréable. Mais ne me demandez pas l'impossible. Et voilà, c'était l'analyse des Enfants du Paradis, un film qui est vraiment compliqué à sortir de son contexte entre les anecdotes qui ont tourmenté le tournage et entre toutes les valeurs symboliques que l'on a tendance à superposer sur ce film. Même en essayant de rester proche des personnages, il a été impossible pour moi de ne pas dériver sur le contexte historique. Mais bon, après tout, ce n'est pas si grave puisque cela fait partie de sa construction et aussi de son mythe et de sa légende. Bref, je vous laisse là-dessus, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Pourquoi il faut voir. Vite!